Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. La quinzaine de l'environnement, un rendez-vous pour la préservation de l'environnement. C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Il est délocalisé dans la région de Koutiala. Des solutions durables à la pollution plastique, femmes, sa terre, ses droits. Voici les thèmes de cette 24e édition de la quinzaine de l'environnement. Lancée ce 5 juin à Koutiala, l'activité prendra fin le 17 juin prochain. Les organisations qui militent en faveur de la protection de l'environnement y prennent part. En quoi cette quinzaine peut contribuer à la protection de l'environnement? Comment évaluer l'impact de cette activité sur la protection de l'environnement? C'est ce que nous allons tenter de savoir aujourd'hui avec M. Girama Djigiba, chef de cantonnement des eaux et forêts de Koutiala. Bonsoir M. Djigiba. Bonjour. Alou Bari, directeur régional de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Bonsoir. À côté de lui, Youssouf Damele, agriculteur, ancien membre de la Chambre d'agriculture de Koutiala. Bonjour. Je suis Mariam Koulibaly à la présentation de ce grand dialogue. Le grand dialogue. Alors, en premier lieu, nous allons donner la parole à M. Girama Djigiba. Que représente la célébration de la quinzaine de l'environnement pour vous? Bonjour encore, bonjour à tout le monde, à tous les spectateurs. Je me nomme M. Girama Djigiba. Effectivement, la quinzaine de l'environnement, comme son nom l'indique, c'est une série de manifestations pour informer et sensibiliser la communauté, la population de Koutiala par rapport aux dangers, comme on appelle, qui arrivent suite aux activités menées par la même population. C'est dans ce cadre que vraiment l'organisation a été délocalisée à Koutiala. Nous sommes là-dessus parce que l'ouverture a été lancée, le lancement a été fait le 5 et la clôture, s'il plaît à Dieu, doit être faite le 17, Inch'Allah. Monsieur Alou Bari, est-ce qu'on peut dire que Koutiala est une région qui est polluée, par exemple, par les déchets plastiques? Bon, merci bien, madame. Bonjour à tous les téléspectateurs. Donc, comme vous venez de le dire, la CENI 15 de l'environnement, c'est une campagne d'information et de sensibilisation pour commémorer en tout cas deux importantes dates, n'est-ce pas? Le 15 juin, et le 5 juin du mois, qui est la journée mondiale de l'environnement. Le 17 juin, qui est la journée mondiale de la lutte contre la désertification. Bon, maintenant, par rapport à cette histoire de pollution, donc nous, on est fiers d'être en tout cas la deuxième ville industrielle du Mali. Donc, que ce soit au Mali ou ailleurs, dans n'importe quel pays industrialisé, donc qui parle d'industrialisation, parle là obligatoirement de pollution. On ne peut pas dire que la pollution n'est pas une réalité à Koutiala aujourd'hui. Voilà. La ville est polluée, comme toutes les autres villes industrialisées du monde. Alors, M. Youssouf Damele, la ville est polluée comme toutes les villes industrielles du monde. Est-ce que vous rejoignez un peu les propos de M. Bari? Bon, je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Dans l'introduction, dans ma présentation, vous avez dit tout à l'heure que j'étais un ancien membre de la Chambre d'agriculture. Et j'ai mené ce combat ici, mais à un certain moment, mais je n'ai pas été compris. Parce que le combat même a suffisamment pollué Koutiala. Et malheureusement, à l'époque, je n'ai pas été compris. Parce que les femmes qui profitaient de l'huile usée qu'on jetait dans le marigot m'ont pris comme ennemi. Et je n'ai pas été du tout compris à l'époque. Et il fut une année où le marigot qui traverse la ville de Koutiala et qui va se jeter jusque dans le Koni, et qui est un affluent du Bani. Toutes les grenouilles ont été tuées par la pollution, en plus des poissons. Et quand nous avons essayé de faire voir cela, je vous assure que moi j'étais l'homme à abattre à Koutiala.
à l'époque. Donc, la pollution de Koutiala, comme l'a dit monsieur de l'assainissement, dès que l'industrialisation arrive dans un coin, ça amène tous les problèmes d'assainissement, ça c'est sûr. Alors, monsieur Girama Djigiba, est-ce que cette pollution est assez visible? Est-ce que les populations ont assez conscience de cette pollution aujourd'hui? Bon, effectivement, cette pollution est vraiment perceptible, assez visible dans la ville de Koutiala, précisément. La population n'a pas vraiment du tout conscience de ce qu'elle subit, parce que de ce qu'elle est en train de subir. Parce que vous voyez, presque tous nos caniveaux sont obstrués. La plupart des caniveaux de ça et là sont obstrués par des sachets, hein, des déchets solides. Vraiment, la population vraiment n'est pas vraiment du tout consciente de cette situation. La population est victime, mais est-ce qu'elle n'est pas acteur aussi quelque part? Si la population est à la base même de ce problème de pollution. Là, c'est pour cela que cette quinzaine de l'environnement est la bienvenue à Koutiala, qui va quand même nous permettre vraiment d'informer, de communiquer, de sensibiliser cette population qui n'est pas du tout, qui n'est pas conscient de ce que vraiment ce problème nous donne comme maladie et toute autre chose vraiment qu'on ignore. Vraiment, c'est pour cela que j'ai dit que ces manifestations de la quinzaine de l'environnement, vraiment, les communications, la sensibilisation est la bienvenue. Monsieur Alou Bari, vous êtes le directeur régional de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Monsieur Djigiba vient d'annoncer que cette pollution nuit gravement à la population, notamment sur le plan sanitaire. Selon vous, est-ce que vous avez constaté d'autres impacts de cette pollution sur la population, sur les aliments qu'ils consomment par exemple? Bon, avant d'arriver à ce point, je dirais que, parce que pollution, là, mais je crois que c'est vague, hein, parce que la pollution est perceptible, c'est vague, parce qu'il y a plusieurs types de pollution. Donc, il y a des pollutions atmosphériques, il y a des pollutions au niveau des sols, etc., etc., etc. Donc, quel type de pollution nous sommes victimes ici? Donc, ça, il faut quand même le préciser également, parce qu'on vient de le dire, nous sommes une ville industrialisée, la deuxième ville industrialisée du Mali. Donc, on va parler de pollution atmosphérique, parce qu'on travaille avec les graines de coton, les fibres, etc., etc. Donc ça, c'est un moment bien donné, bien défini, à une période bien définie. Donc ça, c'est visuel. Bon, les déchets industriels également, qui représentent à peu près 12% des déchets produits, en tout cas dans la région de Koutiala. En plus de cela, il y a d'autres types de pollution, comme vous venez de dire, pollution par le plastique. Nous tous, nous polluons, sans se rendre compte. Nous qui sommes tous assis ici, là, nous portons sur nous, en tout cas, la matière plastique. Nous qui sommes aussi là, des plastiques un peu partout. Nous terminons, les jetons. Donc, comme l'a dit M. Djigiba, la population dit qu'elle n'est pas consciente. Elle est consciente, il ne faut pas dire que toute la France est inconsciente. Ils sont conscientes, mais que faire aussi face à certains types de pollution? C'est ça aussi la problématique. Sinon, les services et les ONG, les services techniques et les ONG, en tout cas, sont en train de se battre. Mais comme on le dit, quand on suit sous la pluie, donc c'est difficilement perceptible. Sinon, la pollution, elle est là. Ce qu'il vient de dire également, ça nous met mal à l'aise par rapport à la pollution due au plastique. Moi, je suis de l'assainissement. Je sais qu'il y a à peu près 30% des déchets, en tout cas, produits par la population de Koutiala, donc constitué de déchets plastiques. Et ces déchets vont où? C'est dans nos caniveaux. Et chaque fois, il y a inondation. C'est parce qu'ils sont obstrués. Ça va où? Dans nos marigots. Il y a inondation. Donc, vraiment, la population, elle est là. On est en train de... La 15 quand même, elle est la bienvenue, puisque nous sommes en train de sensibiliser, de renforcer, en tout cas, la capacité, en tout cas, des citoyens, d'informer les citoyens lambda pour qu'ils changent vraiment son comportement vis-à-vis, en tout cas, de l'environnement. La population doit changer son comportement. Est-ce que la recherche de pain quotidien, la recherche de vie stable ou bien de pouvoir nourrir sa famille explique le fait d'utiliser par exemple des sachets plastiques ou bien des produits qui nuisent finalement à la santé de la population? Bon,
moi je crois que, comme l'a dit monsieur de l'assainissement, le directeur de l'assainissement, avec les activités, la sensibilisation qui va se faire lors de la quinzaine, il y aura beaucoup de communication. Les gens vont quand même prendre conscience que nous-mêmes, nous sommes les acteurs de notre propre destruction. Bon, mais comme on le dit aussi, le changement de comportement, ce n'est pas une question de jour. Hein. Nous sommes déjà à la 24e édition de cette activité. Oui. Est-ce que les précédentes sensibilisations n'ont pas porté leurs fruits? Bon, ça a certainement porté leurs fruits, mais vous savez aussi que c'est une question de génération. Hein. Les générations se suivent et chaque génération... Parce que nous, l'ancienne génération ne connaissait pas les plastiques. Et toutes les femmes allaient avec le panier au marché pour aller acheter. D'ailleurs, c'est pourquoi on dit que le panier de la ménagère, hein, ce terme-là est resté dans le quotidien et dans le langage courant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le panier de la ménagère, c'est le plastique, le sachet plastique de la ménagère. Donc il faut que, à un moment, on avait dit qu'on va interdire l'importation de ça. Est-ce que l'État aussi a pu lutter contre ça? Bon, et on a dit qu'on va remplacer par la matière biodégradable. Mais est-ce que cela a été fait? Parce qu'il ne s'agit pas de prendre des lois et de ne pas pouvoir les appliquer. Hein? La population est habituée. Quand moi je vais au marché, je veux acheter du sucre. Tout de suite, le marchand de sucre prend mon sachet de sucre et le met dans un sachet plastique. Et ce sucre-là est déjà dans un sachet. On le met dans un autre sachet. Ça fait deux sachets. Moi, je les amène chez moi. Je vide le sachet de sucre, hein, peut-être dans un bol de choses que j'utilise. Mais je jette les deux sachets. Ben, si ces sachets étaient biodégradables, peut-être que ça peut se dégrader. Mais si cela n'est pas, bon, donc quelque part, c'est l'État qui doit également accompagner la population. L'État doit accompagner la population, M. Girama Djigiba. Vous, au niveau des eaux et forêts, est-ce que vous avez déjà mené des actions sur le terrain pour pouvoir sensibiliser la population concernant la protection de l'environnement? Bon, avant de venir à votre question, je voulais un peu compléter ce que le vieux Damele vient de voir. Et puis, effectivement, la population, il y a certaines ont conscience des dangers, mais d'autres ne l'ont pas. Par exemple, l'autre jour, lors de l'ouverture, comme on appelle, de la 15e, de la 24e édition, il y a certains qui ne savaient pas que les sachets, comme on appelle, au niveau du ménage pris par l'animal, peut être tué par ce sachet-là. Il y a certains qui ne savaient pas ça. Mais d'autres le savent beaucoup, l'autre savent, mais il faut quand même chaque fois, même si c'est la 24e édition, il faut quand même rappeler. Il faut rappeler les gens, et les rappeler chaque fois, c'est ce qui est d'ailleurs bon pour cette population. Maintenant, par rapport à votre question, effectivement, nous menons des activités, des actions qui vont à l'encontre, pour la protection de l'environnement. Par exemple, même pour cette édition, c'est le lieu de remercier les partenaires techniques, par exemple la CMDT, qui a quand même, avec eux, il y a même pas, comment on appelle, avant-hier, nous avons fait une activité de reboisement. Ils nous ont promis quand même de reboiser 20 hectares, comme on appelle, par des espèces comme on appelle, très appréciées par la population de Koutiala, qui sont des espèces utilitaires. Chose qui est vraiment, qu'on nous a été conseillé, vraiment d'utiliser les espèces utilitaires, par exemple les kayas sénégalensis, les baobabs, les espèces de chez nous, quoi. Vraiment, la CMTT, c'est le lieu de remercier cette action. Nous faisons aussi des missions de diffusion des textes, des missions de diffusion des textes. Ça, c'est des textes vraiment qui existent, la gestion de nos forêts.
et des missions aussi de sensibilisation, des missions de communication. Et nous faisons aussi des émissions à radio. Avec, on est en commun accord avec les radios locales de Koutiala. Nous faisons des émissions à radio dans le, comment on appelle, par rapport aux thèmes. Les thèmes, par exemple, les espèces intégralement protégées, comment les protéger, le défrichement incontrôlé, par exemple. Nous le faisons vraiment en commun accord avec les radios locales de Koutiala. Vraiment, il y a beaucoup d'activités qu'on entreprend chaque fois. Alors, Monsieur Aliou Bari, dans vos propos, vous avez eu à dire qu'il y a plusieurs sortes de pollution. La pollution de l'air, la pollution du sol. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le sol de Koutiala est pollué, vu qu'il y a, c'est une zone où le coton est assez cultivé, les pesticides sont assez utilisés. Est-ce qu'on peut dire que tout cela a un impact sur l'environnement? Bien sûr que oui. Donc, je me joins au doyen. Pour dire qu'également, effectivement, il y a une pollution des sols, parce que cette pollution des sols passe obligatoirement par il y a des produits chimiques qu'on utilise. Ça, c'est une pollution. Il y a les intrants, c'est-à-dire les pesticides qu'on utilise également pour améliorer en tout cas la qualité de la culture, là également sont dans des contenants en plastique. Donc il y a des problèmes plastiques et déchets en tout cas dangereux également. Donc ça, c'est une problématique. Et les sachets qui s'infiltrent là, parce qu'on les met dans l'état d'ordure. Dans l'état d'ordure, on les amène au champ, les ordures. Et ça s'enfonce dans le sol. Quand ça s'enfonce dans le sol, ça diminue en tout cas le taux d'infiltration. C'est un problème déjà. Les racines des plantes sont gênées parce que ce n'est pas biodégradable. Ça peut faire des années sans que ça ne soit détruit. Donc vraiment, il y a des problèmes. Bon, dire qu'il y a 100%, tous les sols sont contaminés à 100% à Koutiala, ça je ne vais pas le dire. Mais quand même, il y a des problèmes. Il y a des problèmes auxquels vraiment nous devons vraiment, sur lesquels on doit vraiment veiller. Est-ce que l'utilisation même de ces pesticides sur les produits alimentaires n'a pas aussi un impact sur la santé? Bon, on ne peut pas aimer aussi une chose et son contraire à la fois. Bon, parce que ces produits-là nous aident beaucoup, parce que ça nous permet d'avoir de bons rendements en matière d'agriculture. Bon, maintenant... Et sur la santé. Et sur la santé, oui. Bon, sur la santé, vraiment, je ne suis pas médecin, je ne vais pas trop m'aventurer. Oui. Mais je sais quand même qu'il y a problème. Parce que souvent, c'est un produit qu'on doit utiliser, en tout cas sur, par exemple, le coton, est souvent utilisé sur les légumineuses. Donc, vous voyez ce que ça fait. Donc, ça, c'est un danger permanent. Donc, ça, sur le plan santé, quand même, ça, c'est très mauvais. Monsieur Youssouf Dambélé, vous êtes agriculteur, vous venez de le dire, hein, l'ancienne génération ne connaît pas les sachets plastiques. Est-ce que l'ancienne génération connaissait les pesticides qu'on utilise aujourd'hui sur les produits agroalimentaires? Justement, moi je vais revenir même sur les plastiques. Parce que certains pensent qu'en brûlant les plastiques qu'on mélange dans nos fumiers, parce que sur les tas d'ordures, on assemble les ordures avec les plastiques. Bon, on prend les plastiques, on les brûle, on les intègre dans le fumier et on va les mettre dans les champs. Donc c'est le poison que nous amenons dans notre sol, croyant qu'on l'a déjà brûlé. Or la cendre qui reste là, la cendre de ces plastiques-là qui reste, c'est un poison pour le sol. Bon, et parlant des pesticides, et même les engrais, même l'engrais chimique, c'est un poison pour le sol. Parce que quand vous utilisez de l'engrais chimique alors que vous n'utilisez pas la fumure organique, ça acidifie le sol. Ça, c'est connu mondialement. Mais notre génération, nous, on ne connaissait pas les engrais. Mais on préparait la fumure organique qu'on mettait dans les champs. La rentabilité de cette fumure organique et la rentabilité des engrais, qu'est-ce qui est plus productif? Non. C'est-à-dire que il ne faut pas... Faire une comparaison. Voilà. Parce que quand vous parlez de rentabilité, oui. Moi, ce qui me préoccupe, là, ce n'est pas de faire sortir tout de suite 10 tonnes pour aller vendre au marché. Mais ça, c'est ta génération. Toi, tu es en train de détruire le sol pour tes petits-enfants. Et quand eux, ils vont venir, ils vont faire quoi? Et ils vont mourir. Parce qu'il faut avoir dans la tête
le fait de sauvegarder le matériel. Parce que le premier outil du paysan, c'est son sol. Ça, c'est son premier outil. Quand tu dégrades cet outil-là, non seulement toi, tu ne vas pas aller loin, et tu détruis pour tes enfants et pour tes petits-enfants et toutes les générations qui vont venir après toi. Bon, moi, je ne vois pas l'agriculture en termes de rendement, hein, mais avec quoi j'ai pu avoir ce rendement-là? C'est ce qui me préoccupe. Et il y a bien, nous, on préparait, quand nous étions gosses là, on aidait nos parents à préparer la fumure organique, mais maintenant les jeunes gens ne veulent pas le faire. Et il y a suffisamment de méthodes. Vous savez que même avec le lait, on peut faire de l'engrais. Le lait. Le lait de vache. Le lait de vache, on peut faire de l'engrais. Le riz, on peut faire de l'engrais. Est-ce qu'on en a déjà ici en quantité? Bon, non, non, je veux dire que ça, c'est des petits exemples. Hein. Je veux dire qu'il y a beaucoup de manières de préparer la fumure organique pour le champ, pour enrichir le sol. L'engrais, parce que dès que vous utilisez l'engrais, et si le sol même n'est pas suffisamment préparé pour recevoir l'engrais, finalement, qu'est-ce qui se passe? Et les parents, il y a beaucoup de parents qui se plaignent maintenant, ils disent que non, c'est parce que le sol n'est plus, ne peut plus rendre l'engrais disponible à la plante. Le sol est acide. Il s'est acidifié parce qu'il n'y a pas de matière organique dans le sol. Donc, il faut mettre la matière organique. L'engrais qui s'utilise dans les pays européens, non, on n'utilise même pas le 10e. Mais eux, ils ont quand même conscience qu'il faut protéger le sol. Mais c'est ça qui nous manque. Il faut qu'on cultive ça. Il faut qu'on apprenne aux gens à préparer. Heureusement, maintenant, il y a beaucoup de sociétés qui sont en train de préparer la fumure organique. Mais il faut que, moi, je demanderai à l'État de suivre ça aussi. Il faut qu'on suive ça, parce qu'il ne faut pas que les gens nous apportent de n'importe quoi qu'on va mettre dans le champ. Moi, j'ai l'habitude de payer cette fumure organique-là. Je vous assure que ça envahit mon champ. De mauvaises herbes, des herbes que je ne connaissais même pas. Et finalement, comme j'ai utilisé ça dans ma rizière, on a nommé cette herbe-là Youssouf Damele. Parce que Nere Naranaï. Vous voyez bien. Donc, il faut que l'État fasse attention à tout ça. Vous voyez bien. Oui, allez-y. Il faut que l'État, effectivement, c'est là où j'allais en venir. Parce que fumure organique, fumure chimique, là, bon, les engrais chimiques, bon, parce qu'il y a un problème, comme vous venez de le dire. Tout ce que nous voyons devant les portes, là, parce que les gens gardent jalousement les ordres là, ici, à Koudjala. C'est jalousement gardé. Mais on met n'importe quoi. Il y a des matières, des piles. Je veux dire qu'il n'y a pas de tri. On ne fait pas de tri. Tous les déchets sont les bienvenus, sont mélangés. Il y a des déchets électroniques. Ça va dans les champs. C'est des substances minérales, les plantes les transforment en substances organiques et l'homme prend ça. Et là, quand les plantes prennent ces substances, transforment ces substances minérales en substances organiques, nous les consommons. Quand nous consommons également, nous sommes attaqués. Donc, raison pour laquelle, moi je dirais que de faire vraiment attention, de faire un tri, parce que nous sommes en train de sensibiliser dans ce sens, de faire le tri des déchets au niveau depuis les familles. C'est-à-dire que mettre les déchets en plastique à part, mettre les déchets électroniques, les piles et autres là, qui sont très très dangereuses à part, les huiles usagées également, parce que l'autre jour on était en conférence au débat au niveau d'une ONG, et quelqu'un dit une solution, ça c'est pour pallier, je ne sais pas, à la coupe abusive de bois, il faut utiliser les huiles usagées. Mais je dis que mais toi, il faut faire attention, Quand tu brûles ça là, c'est dangereux pour l'homme. C'est dangereux. Donc c'est pour vous dire que les fumures organiques là également peuvent être fatales pour nous si on ne fait pas attention, comme il a dit. Il faut qu'on les contrôle. Et puis ceux qui en ont fait leur travail, il faut qu'on les contrôle également. Pas plus qu'avant-hier, j'ai passé chez quelqu'un, j'ai vu en tout cas les analyses. Toutes les analyses en tout cas qu'il a faites sur ces fumures-là avant de les mettre sur le marché. C'est ça qu'on cherche. Et ce sont des actions qu'on doit vraiment encourager. Vous voyez?
Donc il a parlé également un moment des séchettes qu'on brûle sur l'état d'ordure. Ce n'est pas sur l'état d'ordure seulement. Vous voyez, madame aussi en a un peu effleuré les sources de revenus pour les femmes. Les pneus usagers qu'on brûle la longueur des journées. Ces fumées les vont où? Et ça retombe sur nous. Vous voyez? Donc c'est très dangereux. Ça, c'est une pratique quand même qui est très très répandue à Koutiala ici. Des femmes qui vont au marché également, qui viennent avec des sachets, qui prennent une boîte d'allumettes, ils allument le sachet là pour allumer leur feu. Ce qui respirent là, c'est pas bon pour elles. Donc, chaque fois qu'on a l'occasion, donc vraiment, on essaie de sensibiliser les populations par rapport à ça. Par rapport aux animaux, les déchets, on dit sachets biodégradables, non biodégradables. Un animal, quand il prend, qu'est-ce que c'est biodégradable ou dégradable? Parce que nous, les hommes, on peut le connaître. Mais même si c'est biodégradable, quand l'animal prend là, bon, vous voyez, c'est dangereux pour l'animal en ce moment. Les ruminants, quand ils prennent ça là, c'est très dangereux, en tout cas pour eux. Donc je dirais que, en tout cas, les fumées organiques c'est bon, mais faisons aussi attention. Donc respectons en tout cas les consignes données en tout cas par les services techniques. La plupart des cas, certains ignorent, mais d'autres le savent, mais ils le font. Alors, M. Girama Djigiba, le second thème de la quinzaine de l'environnement, c'est Femmes, sa terre, ses droits. Et selon vous, quels sont les défis spécifiques auxquels les femmes de Koutiala sont confrontées en matière de droits fonciers et d'accès aux ressources naturelles? Bon, les droits des femmes par rapport aux questions foncières, là, c'est un peu délicat. Ici, ce qu'on parle ici, par rapport aux terres, on parle des prêts de terre ici. Aux femmes. Des prêts de terre aux femmes, ça n'existe pas. Mais bon, je parle sous le contrôle du vieux, Dambélé qui est là. En tout cas, les prêts de terre, nous avons vu ça ici, le fait de donner la terre à une autre personne sans document administratif, mais on donne de façon vraiment... il n'y a aucun document, on prête les terres aux gens. Mais les femmes, pour les femmes, ils ont quand même des problèmes très sérieux parce qu'on se dit socialement, les femmes, on dit que les femmes n'ont pas droit à la terre ici, Koutiala. Ça, vous pouvez me confirmer. Vraiment, ça, quand même, c'est un problème très sérieux. Socialement, la femme n'a pas droit à la terre. Est-ce qu'on peut dire qu'à Koutiala, ici, les femmes sont privées de terre? Bon, c'est tout loin de terre, là, ça, c'est le second thème de l'environnement. Parce que c'est ce que je cherche, parce que dans la constitution malienne, la femme a droit à la terre. Dans la loi agricole, la femme a droit à la terre. Mais culturellement? Bon, culturellement, la constitution aussi reconnaît, les textes maliens reconnaissent aussi la culture, n'est-ce pas? Donc, mais ça dépend des localités. Parce que l'autre jour, lors de la conférence de débat, on a vu, il y a un intervenant qui dit qu'en tout cas, chez eux, à Miangala, la femme a droit à la terre. Parce que c'est la grande famille, tout le monde cultive, même si ton mari meurt, tu es là. Tes enfants bénéficient. Quand tu dis que tu veux ta part, on te donne ta part. Bon, maintenant, je ne vais pas trop m'aventurer là-dessus. Sous le contrôle de M. le doyen, tout ce que je peux dire, c'est que les tests, quand même, c'est 10%, c'est combien pour cent? En tout cas, donne ça à la terre. Que ce soit à la femme de moisson, que ce soit la constitution, la loi agricole, voilà, la femme a droit à la terre. Mais socialement, ça, c'est autre chose. Ici à Koutiala, mais est-ce que les femmes sont assez impliquées dans l'agriculture? Quelles sont les cultures qu'elles font généralement? Elles sont dans le maraîchage, elles sont dans la culture du coton, du mil ou bien du riz? Bon, en tout cas, moi, selon vos constats, mon expérience, mon constat, je vois que les femmes ont leurs propres petits champs à côté, des champs, voilà, des champs communs. Elles ont des PPM, c'est-à-dire des petits périmètres maraîchers, en tout cas, en ce que je chasse, parce que j'ai fait le suivi environnemental de ces périmètres-là, c'est à 100%, sinon à 90%, ces périmètres-là appartiennent aux associations féminines. Donc, ces femmes-là, je pense qu'elles occupent vraiment une place importante. Si on dit de mesurer, de faire la répartition entre le temps de travail mis par les femmes dans les champs et puis par les hommes, je dirais que le temps, en tout cas, des femmes, en tout cas, est au-dessus. Par rapport à la
culture. Il y a des groupements de femmes à Koutiala ici qui ont beaucoup de groupements qui font la réalisation des parcs à karité, surtout les parcs à karité. Quand moi je suis témoin de cette réalisation. Elles font des parcs à karité, elles font des cultures maraîchères et d'autres choses aussi. Ça, comme j'ai constaté. Monsieur Youssouf Damélé, le second thème de la quinzaine de l'environnement demande à ce que la femme ait sa terre et la femme ait droit à la terre. Est-ce qu'à Koutiala, ici, on peut dire que la femme a droit à la terre? Bon, vous savez, ce problème de droit à la terre, là, même les hommes n'avaient pas droit à la terre. La terre appartient à la famille. Et cette question de droit à la terre, là, c'est venu avec les cultures de rente, avec la colonisation. Quand les cultures de rente sont venues. Parce que chez nous, la terre appartenait à la communauté. Et dans la communauté est divisée en familles. La famille a les terres. Et l'homme cultive les céréales. Et les femmes cultivent les légumes. Et la femme a toujours eu sa parcelle pour cultiver ses légumes. Moi, j'ai travaillé dans le champ de ma grand-mère, où elle faisait le gombo, le piment, et tout ce qu'elle utilisait pour choses. Même quand elle n'était plus, elle ne faisait plus la cuisine, parce qu'à un certain âge, ni Bramso Tchara et Bolobo Gala. Donc, mais elle travaillait ça toujours pour ses belles-filles, c'est-à-dire les épouses de ses enfants. Moi, j'ai travaillé dans le champ de ma grand-mère. Vous voyez bien. Mais maintenant, avec les cultures de rente, l'agriculture est devenue économique. Il faut chercher de l'argent. Alors, on a commencé à parler de droit de la femme à la terre. Sinon, dans la famille, même les enfants n'ont pas droit à la terre. Hein? Parce qu'on disait toujours, quand tu donnes une parcelle à un de tes fils, il va se séparer de la famille. Donc tout le monde va dans le même champ, on cultive, on récolte les céréales et les femmes, on leur donne leur parcelle pour qu'elles fassent les condiments pour la sauce. Voilà, c'était ça, la structure sociale chez nous. Mais quand on a commencé à amener les cultures de rente, notamment le coton chez nous ici, alors l'agriculture est devenue commerciale. Bon, les femmes également ont commencé à faire des périmètres maraîchers pour vendre. Non plus pour la consommation familiale, mais pour vendre maintenant. Donc, et avec la culture européenne qui est venue, les Suisses qui viennent, ils disent non, 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 il faut les Canadiens qui viennent, non, la femme, la femme, la femme. Et on a un peu exagéré cette situation pour dire que la femme n'a pas droit à la terre. Ce n'est pas vrai. La femme a droit à la terre. Mais c'est l'utilisation de la terre maintenant, c'est là où ça peut poser problème. Sinon, même les jeunes, quand tu veux te séparer de ta famille, on ne te donne pas la terre. Hein. Tu vas chercher ta terre ailleurs. Tu as compris? C'était comme ça. C'est pour sauvegarder toujours l'unité de la famille, l'union de la famille. Donc, chacun est obligé de rester dans ce champ-là pour cultiver pour la famille. Maintenant, là où certains chefs de famille ont vu que les enfants ne s'entendaient pas du tout, ils partagent donc les parcelles selon les mamans. Quand vous avez 3 garçons, on vous donne, lui il est avec sa maman aussi, ils sont 2 frères, lui avec sa maman, ils sont 4 frères. On partage les parcelles en 3 lots. Toi avec tes enfants, et lui avec sa maman et ses frères, lui également la même chose. Voilà comment ça se passait. Ça se passe actuellement. Vous voyez bien. Sinon, dire que la femme n'a pas droit à la terre, bon, moi je ne suis pas d'accord avec cette assertion. Voilà. Est-ce qu'on peut impliquer les femmes dans la protection de l'environnement? Parler de protection de l'environnement sans les femmes, est-ce que c'est possible, M. Girama Djigiba? Non, ce n'est pas possible.
Parce que les femmes, généralement, chez nous, ici, dans le cadre de la réalisation des activités anticipées, par exemple le reboisement, ça fait partie, ça permet quand même de reconstituer le couvert végétal. Les femmes sont les premiers, mais d'ailleurs, moi, c'est ce que je vous ai dit tout de suite, le fait de faire des parcs à karité dans un champ, ça permet quand même d'augmenter le couvert végétal. Ça permet d'augmenter le couvert végétal. Et généralement, à Koutiala, ici, des femmes comme ça, des groupements comme ça sont très très nombreux. Sont très nombreux qui font des réalisations pareilles comme ça. Et individuellement, déjà les actions peuvent commencer de façon individuelle. Individuellement, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Bon, individuellement, parce que tout de suite là, c'est ce que je vous ai dit, moi, le vieux m'a contredit. Parce que à Koutiala, ce qui se pose à Koutiala, ça c'est par rapport à par exemple, j'ai pris un exemple sur le reboisement. Par rapport à la réalisation du reboisement, nous, tout le problème ici, c'est un problème de manque de terre. Parce que quand vous demandez à un Mianka, un Mianka d'ici, que vraiment donne-moi une partie de votre parcelle pour le reboisement, il va dire non, parce que comme il a dit, c'est la culture des rentes qui a fait que vraiment les gens ne veulent plus vraiment ces arbres. C'est pour cela que on est confronté à des problèmes vraiment de coupe, de destruction massive des espèces intégralement protégées par-ci par-là. Voilà. Alou Bari, est-ce qu'on peut parler de protection de l'environnement aujourd'hui sans y impliquer les femmes? Non et non. Parce que les femmes sont au début et à la fin de cette histoire. Dans notre société, tout ce que nous faisons dans le cadre de l'environnement, les femmes sont à la tête. Vous avez vu, vous avez vu même pour même organiser cette journée de quinzaine de l'environnement, on s'est beaucoup abattu sur les femmes. Pourquoi? Parce que c'est elles qui sensibilisent. La sensibilisation est très importante parce qu'on dit un changement de comportement. La protection de l'environnement, c'est un changement de comportement. Déjà, on a fait quelque chose, on a gâché quelque chose. Donc, il faut que dans les futurs, là, nos actions futures, nous avons déjà pris conscience. Il faut que nous protégeons en tout cas la génération future, en leur gardant en tout cas quelque chose de bien. Donc pour cela, il faut passer par les femmes et par les enfants. Vous avez déjà parlé des tri dans les déchets. Est-ce que les femmes peuvent agir à ce niveau? Les femmes, ici, il y a des femmes qui ont des GIE. Il y a des femmes qui ont des GIE, c'est-à-dire des groupements d'intérêt qui font des ramassages des ordures. Ils ont leur propre GIE. Donc, logiquement, puisque dans notre société, généralement, c'est les femmes qui balayent, et c'est les femmes qui qui gardent les ordures au niveau de la maison. Donc, si elles sont informées, elles sont sensibilisées, elles doivent pouvoir quand même séparer, en tout cas, les déchets qui sont bons, c'est-à-dire les plastiques, les déchets électroniques et autres déchets. Donc, et c'est à elles également, les femmes qui passent plus de temps avec les enfants, qui peuvent sensibiliser ces enfants-là pour qu'ils peuvent changer de comportement. Sinon, nous autres, là, n'est pas facile pour nous autres là, de changer de comportement, mais il est facile pour la femme de faire changer le comportement de l'enfant et de faire même changer le comportement du papa. Donc ça, ils ont cette possibilité. Donc la femme joue un très grand rôle, surtout en la sensibilisation surtout. La femme peut faire changer le papa et les enfants. Monsieur Youssouf Dambélé, vous êtes d'accord avec ces propos? Très d'accord. Et vous savez, cette question-là, elle est très importante. Et moi, je crois que c'est une question de formation. La sensibilisation seulement ne suffit pas. Il faut former les gens. Et tout à l'heure, le chef de cantonnement forestier a parlé des gens qui n'acceptent pas de donner leur parcelle pour qu'on reboise. Bon, quand vous dites à un agriculteur de donner sa parcelle pour mettre des arbres, peut-être que lui-même, il ne voit même pas l'importance de ces arbres-là, économiques.
Parce que lui, il voit déjà le coton que lui va cultiver là-bas. Ça va lui rapporter 500 000 francs. Toi, tu lui dis de te donner ça, que tu vas mettre des arbres. Mais, alors que si on le forme dans le sens de l'agroforesterie, il va comprendre. Parce que d'ailleurs, c'est très bon pour la culture. Quand vous vous alignez tous les arbres de votre champ, entre les lignes, vous cultivez. Et même en cas de sécheresse, ces arbres-là qui ont des racines profondes vont tirer l'humidité pour ces cultures. Donc, il faut les former dans ce sens-là. Parce que si lui ne voit pas cet intérêt-là, il ne va pas donner son champ pour mettre des arbres. Et maintenant, aujourd'hui même, ce qui me préoccupe à Koutiala ici, on dit tantôt nous sommes la deuxième ville industrielle, mais cette industrie-là nous coûte cher. Hein? Et quand moi je passe devant les huileries, je vois des troncs de karité, des troncs de néré qui sont coupés. Moi, ça me fait mal. Et je dis souvent, mais où sont les agents des eaux de forêt? Est-ce qu'eux ne voient pas ces arbres qu'on est en train de... Et on déracine même, hein? On déracine même ces arbres-là. Or, c'est des arbres qui sont utiles. Aujourd'hui, le beurre de karité, qui est une huile oméga 3, qui soigne, hein, et qui a des impacts de santé à tous les égards. Et quand les gens sont en train de vendre même ces arbres, les paysans même sont en train de vendre les arbres, les karités qui sont dans leurs champs, aux industriels, aux propriétaires d'usines, moi, ça me rend malade. Au moins, si vous les enlevez, il faut en planter. Mais ils ne plantent même pas. Mais aux abords de Koutiala même, moi, je me dis, parce qu'à un moment, j'ai discuté avec quelqu'un, lui me dit, mais toi, tu parles des arbres, ils sont en train même de vendre leurs terres. Autour de Koutiala, toutes les terres appartiennent aux halogènes. Les autochtones sont en train de vendre leurs terres pour acheter, je ne sais pas, des motos de Jakarta, ceci ou cela. Je crois que lui doit comprendre ce problème-là. Pratiquement à la fin de l'émission, voilà. Qu'avez-vous à répondre aux propos de M. Youssouf Dambélé? C'est mon vieux, et ce qu'il dit, en tout cas, c'est un truc qu'on voit, qu'on constate. On a constaté quand même, effectivement, le fond même du problème, c'est ce que lui n'a pas compris. À un moment donné, c'est le changement climatique qui a fait que tous ces karités-là, ces pieds de karité ont été déracinés par le vent. À un moment donné, dans les 3 dernières années, nous avons constaté tellement de chablis, des pieds tombés, comme faire tomber par le vent. Et vraiment, c'est ce qui fait que vraiment, vous voyez dans les joailleries, vous voyez les pieds de karité, les karités qui sont en train comment on appelle, qu'on constate par-ci, par-là. Sinon, ce n'est pas des pieds qu'on a coupés, mais c'est des pieds qui ont été déracinés par le vent, qu'on a enlevés. Qui sont, pour les remplacer. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça que moi, c'est ce que j'avais dit. J'ai dit que ici, tout le problème à Koutiala, c'est le problème. Moi, quand vous partez nous avons, comme la pépinière, la production des plants a été privatisée, mais si vous partez au cantonnement, j'ai fait un peu de production de plants. Vous allez voir, pour l'année dernière, nous avons des plants qui sont restés, faute, comme on appelle des gens, on n'a pas eu des gens qui vont, pas des clients, nous donnons des plans aux gens, aux associations des femmes, aux associations des jeunes qui veulent vraiment faire le reboisement. Nous leur donnons, mais on leur donne gratuitement. Monsieur Alou Bari, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour protéger l'environnement en général et Koutiala en particulier? Bon, moi, je pense que pour protéger l'environnement à Koutiala, il nous faut beaucoup d'activités, d'actions de sensibilisation et d'éducation. Effectivement, parce qu'il y a un problème qui se pose également, parce que surtout les forestiers autour là, le suivi, le manque d'agents, l'insuffisance d'argent du moisson, l'insuffisance d'argent, donc pose problème. Ça pose un vrai problème, parce que là, le doyen a parlé des bois par-ci par-là. Parce que grâce à nos activités de suivi, on a pu quand même amener entre tous ces industriels-là à faire un audit environnemental.
Et là, maintenant, on est en train de voir la mise en œuvre maintenant, en tout cas, des recommandations de ces audits là. Donc déjà, je crois qu'il y a certains unités industrielles qui sont en train de mettre en place, ou qui ont expérimenté en tout cas une sorte de charbon de bois, ils cherchent une sorte de charbon quoi, avec les pailles autres. Voilà, donc ils vont remplacer les bois là par ça. Donc ça, déjà, ça c'est une avancée. Donc c'est des actions qu'on doit encourager. À la fin de l'émission, le thème de ce grand dialogue délocalisé dans la région de Koutiala était la quinzaine de l'environnement, un rendez-vous pour la préservation de l'environnement. Nos invités étaient Girama Djigiba, chef de cantonnement des eaux et forêts de Koutiala, Aloubari, directeur régional de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances. À ses côtés, Youssouf Dambélé, agriculteur et ancien membre de la Chambre d'agriculture de Koutiala. Je suis Mariam Koulibaly à la présentation, à la technique. Il y avait Mamadou Ouattara et Mamadi Keïta. Merci et à la prochaine.